je ne sais pas si ces gens avaient des cartes de membres de la Force du Progrès sur eux, ou c'est le simple fait d'arborer un t-shirt sur lequel c'est mentionné Fachi, Force du Progrès ou que sais-je encore, que pour autant on peut conclure que ces gens sont venus de la part de la Force du Progrès. Qu'est-ce que vous voulez minimiser ce cas ici? Non, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux parce que la Force du Progrès, je n'ai jamais vu là où un membre de la Force du Progrès s'est promené avec une carte disant que j'ai fait partie de la Force du Progrès. D'abord, c'est quelle cellule de l'UDPS? Ça fonctionne comment, je ne sais pas. Dans leur conception, la personne qui a fui avec toutes les richesses du Congo, c'est Kabila. Je ne sais pas si on a formaté les cerveaux des gens. Et qui leur met ces idées dans les têtes? Je ne suis pas venu pour parler des individus ici, je parle des idées. Je pense que si les amis, moi je les appelle les amis de la Force du Progrès sont en train de me suivre, ils vont comprendre une chose et certains actes, ils ne les poseraient plus. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Politique alimenté des concepts vides de sens auxquels ça servit aujourd'hui toute l'agora politique congolaise sans le moindre souci de cohérence. Et aujourd'hui, on parle de l'état de droit, de l'autorité morale des références, de la vision du chef de l'État. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont là le mot fort de l'ancien député André Claude Lubaya pour dézinguer la gouvernance de Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de votre émission, nous allons en tout cas le voir si c'est le cas, avec deux personnes que nous avons fait venir pour vous, pour décortiquer l'actualité de ce jour. J'ai le réel plaisir de recevoir Cissé Traoré, un journaliste, mais je le reçois en qualité d'analyste politique. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Salutations à vos nombreux téléspectateurs. Salutations à mon co-débatteur, mais aussi à toute l'équipe technique. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau. Prestigieux plateau pour... Tout à fait. Un prestigieux plateau pour une première. J'espère que le contenu sera ce que les Congolais attendent. En tout cas, nous allons politiquer avec beaucoup de détails parce que nous aimons les détails. Nous sommes friands des détails. En face de vous, c'est Maître Christian Imbango. Comment la santé? La santé va très bien. Nous sommes en forme, c'est la preuve que tout va bien, que nous tenons malgré les supplices de ce pays. Malgré Qu'est-ce qu'il y a encore? Deux choses que je voudrais soulever. La première, c'est la détention inutile de Mike Mukebai à la prison centrale de Makala, poursuivi pour des infractions. Vous allez un peu vite sans qu'on puisse un peu les fils que vous vous présentez. Je rappelle que vous êtes avocat conseil de l'honorable Mike Mukebai. Tout à fait. Alors, et vous avez adressé une correspondance à la première ministre? Non, pas à la première ministre. Comme c'est encore une question qui concerne la justice, nous sommes encore à ce niveau-là, à la première présidente de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, pour lui indiquer que Mike Mukebai est à la prison centrale de Makala depuis maintenant presque une année et 3 mois, alors qu'il est poursuivi pour des infractions
dont aucune d'entre elles, parce qu'au Congo, on ne fait pas les cumuls de peines, mais on prend l'infraction qui a la plus forte peine. Alors, si on devrait lui appliquer une plus forte peine, on devrait s'arrêter à 2 ans. Mais il est en prison depuis maintenant 1 année et 3 mois. Donc, même dans les règles de la libération conditionnelle, il devait déjà être dehors. Et au regard de ça, qu'est-ce que vous suggérez ou qu'est-ce que vous demandez? Ce que nous demandons est que il y a des demandes, vous allez me permettre la tautologie, pour une meilleure audition, pour ne pas parler des termes si techniques que ça, mais il y a des demandes que nous avons formulées au tribunal. Je ne commenterai pas une affaire qui est en instance, il m'est interdit déontologiquement de le faire, mais nous avons formulé des demandes à l'endroit de la Cour. Nous estimons que nous l'avons déjà fait il y a 1 année, mais jusqu'aujourd'hui, on n'accède pas à ces demandes-là. La Cour n'a jamais réservé de suite quant à ceux, par mauvaise foi ou pas, je ne sais pas. Mais ce procès, c'est clair qu'on n'avait pas voulu trouver la vérité du droit. Parce qu'une personne qui est poursuivie pour incitation à la haine tribale alors qu'elle-même est de cette même tribu-là, on ne peut pas vous poursuivre pour la haine tribale contre les Louba pendant que vous-même vous êtes Louba, sinon vous ferez tuer votre propre tribu. Et donc, ça, c'était la première des choses. Nous avons bien voulu qu'avant cette date ici de férié, la date du lendemain, que nous soyons déjà fixés sur la situation de Mike Moukeba à la prison. Et par rapport au traitement du dossier, ce ne sera pas le cas. Mais ce ne sera pas le cas. Malheureusement, c'est bien dommage. Ce qui est sûr, il y aura une décision qui va tomber juste après le férié du 1er août. Mais j'avais oui, très rapidement. J'avais un deuxième élément que je voulais soulever ici. Je suis arrivé un petit peu tôt. J'aurais dû vous remettre une image, mais je crois que c'est partie remise parce que je vais vraiment m'imprégner sur ce dossier. Vous savez, j'ai toujours l'habitude... Un nouveau dossier de détournement? J'ai toujours... Oui, ça tend vers ça. Je ne dirais pas détournement parce que je n'ai pas encore... Tentative de détournement. Je n'ai pas encore contrôlé, mais je n'ai pas encore fait le contrôle citoyen puisque la Constitution nous le permet, l'article 27, si je ne m'abuse. Mais vous savez ce phénomène de Kikalungu. Il y a un véhicule qui passe et quand il voit votre véhicule garé sur la route, ils prennent ça, ils s'en vont, ils vont avec. C'est légal, c'est normal. Je n'en disconviens pas. Mais j'ai découvert quelque chose de très flou là-dedans. J'ai découvert que si votre véhicule est remorqué sur la rue et qu'on l'emmène au bureau de la police, on vous fait payer des contraventions. C'est-à-dire, par exemple, mauvais stationnement. Mauvais stationnement. Par exemple, si on trouve que votre véhicule n'a pas de documents, on vous fait payer des contraventions quant à ceux. Et parfois, vous pouvez sortir de là juste pour un mauvais stationnement. Avec une contravention de $35, vous pouvez négocier. D'ailleurs, c'est une amende transactionnelle. Vous pouvez négocier, vous remettez 20 ou $25. On vous remet votre véhicule. Mais avant qu'on vous remette le véhicule, vous devez payer cette voiture-là qu'on appelle Kikalung qui a transporté votre voiture. Vous imaginez, ça se paye à combien pour récupérer la voiture? Vous allez me permettre que je vous pose cette question-là. C'est au particulier qu'on demande de payer l'argent. L'argent pour le véhicule-là qui a remorqué votre voiture. On demande maintenant au particulier, alors que vous venez de payer l'amende transactionnelle. C'est supposé que dans cette amende-là, vous avez tout payé. Mais on vous dit, facturé 2 fois. Pour ces véhicules-là, vous devez payer. Vous savez, on paye quel montant? Je vais seulement que vous essayiez de vous imaginer un montant. En tout cas, on va creuser. Vous devez payer... Non, attendez, permettez-moi. Vous devez payer $100 pour ces véhicules-là. Donc, vous payez le véhicule plus cher que l'amende transactionnelle. Et quand vous posez la question, pourquoi les véhicules coûtent plus cher que l'amende transactionnelle? On vous dit non, c'est un partenariat entre une société, l'État, le ministère de l'Intérieur, et ça va dans la rubrique de quel... Oui, c'est dans la poche de qui? Les $100. C'est pour ça que j'ai dit, il y avait une image que j'aurais dû vous remettre ici. Parce que les $100,
je ne sais pas si on fait les groupes, là, on verra ça très bien à la maison. Mais vous allez, je vais vous laisser ça. Il y a ces véhicules-là qui n'ont même pas de phare. C'est-à-dire un véhicule qui vous reproche une contravention, mais les mêmes véhicules n'ont pas de phare. Les mêmes véhicules ont des problèmes de fonctionnement. Mais on vous demande de payer $100 pour ces véhicules. D'ailleurs, le courant, ça court à tout moment. Votre véhicule peut même glisser et tomber. Mais on vous demande de payer $100. On va creuser le Une dossier. société qui s'appelle, si c'est FBN, si c'est FF... Bon, ça, c'est mettre la population en situation de confusion. C'est quand même ridicule, c'est que j'ai constaté. Et on me dit que même le ministère de l'Intérieur perçoit cet argent. Merci. On va suivre de près les dossiers. Un mot sur la situation de Mike Moukebaï, qui est un confrère, quand même ça interpelle. Tout à fait. Évidemment. Il est détenu à Makala depuis une année et quelques mois. Nous pensions qu'il serait sur la liste de premiers détenus qui sont sortis de ce centre pénitentiaire. C'est vrai que je n'ai pas trop pénétré le dossier pour cette dernière arrestation, étant donné que ce n'est pas la première fois que Moukebaï soit arrêté. Je ne veux pas dire un ancien confrère, un confrère, évidemment, avec qui on a quelquefois eu... des démêlés Non, pas du tout, pas des démêlés, à échanger sur les plateaux. On a eu des débats contradictoires ensemble. Et bien évidemment, je me mets à sa place. J'aurais bien voulu que, comme Maître l'a dit, que Moukebaï ayant déjà consommé, comment dire, si c'est pas la moitié, plus de la moitié de la peine lui infligée, qui aurait dû lui être infligé. Il n'a jamais été jugé. Non, il n'a jamais été jugé. Raison de plus. Donc, c'est maintenant, il y a quelques jours, qu'il s'est présenté devant son juge naturel, depuis qu'il est jeté dans le couloir de l'enfer. J'estime que n'est pas libéré Moukebaï dans ces conditions-là, telles que décrites par Maître là-bas. J'estime que c'est la maladie dont le chef de l'État avait récemment parlé, qui frappe notre justice. Quoi de plus normal que de, y remédier pour... que l'administration de la justice réponde au moins aux attentes des Congolais. La justice malade, mais on a vu quelques détenus qui sont sortis des centres pénitentiaires. Ça fait partie du problème. Pourquoi son cas a-t-il été oublié alors qu'il n'a jamais été jugé, alors qu'il n'est pas poursuivi pour détournement? Je suppose donc que c'est sélectif. Mais si c'est sélectif, par rapport à la situation de Moukebaï, il répond aux conditions de pouvoir être libéré provisoirement. Allez, s'il n'en bénéficie pas, on conclut que la maladie est vraiment grave, dont avait parlé le président de la République. La maladie qui... et qui serait entretenue par lui-même. Ça, je ne sais pas, je n'ose pas l'affirmer, mais on ne peut... J'estime qu'il ne peut pas entretenir une maladie qu'il dénonce lui-même. Et qu'il fournit des efforts pour pouvoir y remédier. Ah, donc, je n'ose pas affirmer comme toi qu'il entretient la maladie, parce que c'est lui-même qui la dénonce, et fournit des efforts pour pouvoir, l'éradiquer. Mais évidemment, Moukebaï devrait être éliminé, libéré de la prison, parce qu'il répond, aux conditions d'une liberté provisoire. Et quoi de plus normal que de traiter l'affaire à l'amiable. C'est Traoré, êtes-vous conscient que le mal au Congo est si profond qu'on ne sait pas l'imaginer? Surtout le mal dans le secteur de la justice. Et par rapport au mal qui nous kill, est-ce que devrions-nous prendre des petites mesures ou des grandes mesures pour enfin définitivement éradiquer le fléau? Je suis d'avis, comme on dit au grand mot des grands remèdes, la maladie dont souffre notre justice, c'est tellement chronique que c'est un système profondément ancré dans la façon de faire de notre justice. Alors on attend du conséquent, gouvernement des grands remèdes, évidemment, des grandes vous ne pouvez décisions. pas par un claquement des doigts, par un discours ou par je ne sais quelle formule, y mettre un terme. Évidemment, il faut toute une procédure. Avec un plan bien élaboré. Il faut renvoyer tous ces vieux magistrats à la retraite, en recruter des nouveaux. Évidemment, des nouveaux selon un critérium bien établi, bien filtré, pour que qu'il s'agisse des gens probes. Et qu'il ne s'agisse pas des gens qui vont venir hériter du système érigé par les vieux magistrats dont Tambo Mamba avait parlé, des 3V. C'est un peu ça le problème. Alors, pour pouvoir éradiquer le système, croyez-moi, ça vous prendra du temps, même plus d'une décennie.
Il faut recruter une nouvelle génération de magistrats. Il faut une nouvelle génération de... Et il faut inoculer de l'argent. Du temps ou plus de volonté? Il faut inoculer de l'argent pour leur procurer un standing de vie qui les met à l'abri de besoin pour éviter ce... Bref, je vous dis, c'est vaste. Hein? C'est vaste, c'est vrai qu'on dénonce, mais croyez-moi, c'est des négociations qui mettront un terme. C'est complexe. Mais c'est tellement complexe qu'il faut le traiter dans la durée, dans le temps. Quand on veut, on peut. Mais la République n'a pas tous les moyens. Les moyens Ce n'est pas... Attendez, je ne sais pas si mettre d'avis, mais moi je suis d'avis que le pays n'a pas tous les moyens, à tel point que si on décide de donner un tel train de vie aux magistrats, on va en priver à une autre catégorie des fonctionnaires de l'État. Je vous dis qu'on est contraint par des contraintes financières et par conséquent, on ne peut pas se procurer le luxe qu'on aurait souhaité. Le pays n'a pas les moyens. On y va mollo, il faut faire comprendre à certains aussi que vous devez travailler en tant que magistrat du pays pour administrer la justice comme les Congolais le veulent, mais sans attendre immédiatement le train de vie qui aurait dû être le vôtre. Faites comme un sacrifice. Un sacerdoce. Évidemment. Maître Christian Mango, est-ce que le pays n'a pas de moyens pour faire face à ces fléaux? Non, je ne suis pas de cet avis. En 30 secondes. Je ne suis pas de cet avis, que mon contradicteur m'excuse. Les pays ont les moyens, mais c'est la volonté politique qui manque. Les prisonniers sont restés à Makala depuis des décennies, depuis une décennie environ, où les nombres ne fait que monter de façon fulgurante. Construite pour 1500 personnes. Nous avons atteint aujourd'hui, on est à plus de 15 000. Nous avons été 15 000. Il y a un moment, je vais taire le nom du directeur de la prison de l'époque, mais qui avait demandé aux autorités de venir faire une journée porte ouverte à la prison centrale de Makala pour qu'ils voient les réalités. Ils vont vite agir. Des ministres et des ministres et des ministres sont passés au niveau du ministère de la Justice. Eh bien, ils ne se sont jamais préoccupés. Est-ce qu'enfin le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a-t-il trouvé la meilleure recette pour C'est là que je voulais en venir. Nos le ministre Constant Moutamba est arrivé. Parmi les premiers gestes qu'il avait posés, c'était de descendre d'abord dans cette prison-là. Et il faut voir la réaction d'un homme d'État. Dès lors que des vidéos ont circulé, il y a eu des communiqués par-ci, par-là, mais il a réagi automatiquement et il est descendu. 400 premiers prisonniers sont sortis. Si nous faisons ça, au bout d'une année, cette prison va se vider. C'est pour ça que si on parle des problèmes des moyens, si on veut, on va pomper les moyens parce que libérer plus de 1000, 7 millions de dollars. Les ministres comptent libérer plus de 1000 détenus de ce grand centre pénitentiaire du Congo pour 15 000 détenus qui sont là-bas. En tout cas, vous pensez que la mesure suffit et ça va vraiment porter des résultats ou c'est juste une mesure comme fait d'artifice? Non, évidemment, j'estime que même les 1000 que l'on voudrait libérer, ils le seront après étude de leur cas. Est-ce qu'ils sont détenus pendant combien de temps? Ont-ils été jugés? Quel genre de dossiers les concerne pour qu'ils soient en prison, et ainsi de suite? Ce sera après vérification, bien évidemment. Ce n'est pas juste après le discours du ministre que pour autant on ouvre les portes de la prison. Il y a déjà 421 qui sont... Ceci rentre dans le cadre, j'estime, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions carcérales et du désengorgement, n'est-ce pas, de nos prisons, qu'avait entamé en son temps la ministre d'État que Constant Moutamba a succédé. Madame Rose Mutombo. Que Constant Moutamba a succédé. Elle a quand même commencé quelque chose. Ceci, de mon point de vue, rentre dans la volonté dont parlait tout à l'heure, la volonté politique dont parlait tout à l'heure, maître. C'est cela la volonté politique, en commençant quelque part, par améliorer d'abord, les conditions, comment à manger, comment ils dorment, ainsi de suite. Moi, j'ai eu le témoignage d'un, comment il s'appelle, Barnabé Milingano, qui est un ancien détenu, qui a affirmé que la ministre sortante avait amélioré les conditions
de vie des prisonniers, ils mangeaient mieux qu'avant et qu'ils dormaient mieux qu'avant. Là, il parlait du cas des détenus VIP. Attendez, mais laissez-moi poursuivre. C'est lui qui le dit. C'est un ancien détenu qui a fait autant de temps en prison. Et je peux, rien que par le peu de crédit qu'on peut lui accorder, s'il vous plaît, du fait de son orientation politique, on peut croire qu'il ne peut pas mentir sur des tels faits. C'est Traoré. Vous ne pouvez pas vous attarder sur le témoignage d'un ancien pensionnaire de la prison de Makala pour conclure. J'étais en train de dire que vu son orientation prenez les témoignages des journalistes qui y sont passés. On lui accorde prenez les témoignages d'anciens. Attendez. Quelqu'un d'autre, d'assez proche du régime, dirait ça, on remettrait ça en question. Mais pas lui. Pas lui quand même. On lui accorde le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que tout le monde sait quelle est l'orientation, quelle est la sensibilité politique de Barnabé Milingagno. Et lorsqu'il fait une telle révélation, j'imagine que... Quand Barnabé Milingagno tire sur la gouvernance de Tshisekedi, là vous ne lui accordez pas le bénéfice du doute. Je suis d'accord si Barnabé tire avec raison. Mais lorsque Barnabé jette aussi des fleurs à ce gouvernement, avec raison aussi, quoi de plus normal que de dire il est dans la bonne direction. Madame la ministre a commencé quelque chose, Moutamba vient pour parachever, je crois qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre ces dossiers des prêts, rassurez-vous que nous serons là pour suivre chaque geste que pose le ministre Constant Moutamba, parce que depuis son arrivée à la tête de ce grand ministère, il est en train de poser des actes forts et encourageants pour, en tout cas, dans ce secteur qui est judiciaire. Bien sûr, on verra s'il aura toutes les mains libres pour relever tous les défis qui se présentent à lui. En tout cas, l'actu en République catholique du Congo reste dominée par l'attaque de la résidence privée de l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila. Eh bien, sa résidence a été prise à partie par une horde de militants qui se réclament de la force du progrès, cette force nébuleuse qui, en tout cas, pose des actes pour s'aimer la zizanie et les désarrois au sein de la population. Et aujourd'hui, c'est en tout cas la très chère Olive Lembe Kabila Mamawaro qui en a été victime. En tout cas, nous vous proposons d'abord cette vidéo. Madame Olive Lembe Kabila pousse un coup de gueule, une désapprobation, mais aussi une indignation de ce qu'elle a pu vivre dans sa propre résidence. Regardez. On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement, ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle
le président de la République actuel, j'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. C'est Traoré, c'est traumatisant, en même temps c'est révoltant. C'est vrai que, l'ancien président de la République et sa famille méritent la paix comme tous les citoyens du Congo, dès lors que, du point de vue de l'État congolais, ils sont reconnus comme en liberté, jouissant de tous leurs droits politiques ou que sais-je encore, ils méritent la paix. Alors qu'est-ce qu'on leur reprocherait à ce jour? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si on leur reproche quelque chose. Je ne sais pas qui. Tu leur reproches quoi? Je vois l'ex-première dame en train de parler. Je ne sais pas qui les a attaqués, qui en veulent. Mais évidemment, j'ai vu en même temps les éléments de la police en train de réprimer ces envahisseurs. Ça, c'est selon la vidéo qui a été rendue publique, en train de disperser les envahisseurs qui se seraient présentés à la résidence de l'ancien président de la République, que d'aucuns présentent comme membres de la force du progrès du pouvoir en place. Mais en même temps, je me pose la question, au nom de quoi certains témoins qui étaient sur place peuvent l'affirmer? Je ne sais pas si ces gens avaient des cartes de membres de la force du progrès sur eux, ou c'est
le simple fait d'arborer un t-shirt sur lequel c'est mentionné Fachi, Force du Progrès ou que sais-je encore, que pour autant on peut conclure que ces gens sont venus de la part de la Force du Progrès. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? J'aborde les faits dans leur globalité. Je reconnais ici que l'ex-première dame, l'ancien président de la République et toute sa famille, évidemment, doivent vivre en liberté en RDC, mais qu'en même temps, on ne doit pas en faire une récupération politique pour charger tel ou tel autre camp, mentionner des noms des gens sans pouvoir le prouver. Je ne peux pas, moi, tout journaliste que je suis, avec un peu de doute méthodique, gober qu'il s'agit des jeunes de la Force du Progrès parce que simplement, des gens arborent des t-shirts sur lesquels c'est écrit Force du Progrès. Ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Il y a quelques jours, il y a un confrère qui a alerté sur le mouvement 6P qui visait les sénateurs à vie ou qui vise les sénateurs à vie. Et après juste cette vidéo horrible qui montre la scène odieuse dont a pu être victime l'ancienne Fils Lady de la République, l'homme est revenu. Et pour lui, il estime que ça rentre dans le plan de déstabilisation du sénateur à vie. Je ne connais pas trop quelles sont les sources du confrère que vous avez mentionné. Mais évidemment, je ne donnerai crédit à de telles affirmations que si j'en avais la certitude, si j'approchais les sources du confrère. Il a alerté, mais aujourd'hui, on voit le fait. Alors, ça nous rapproche un peu de... Non, je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça qu'on voudrait éliminer l'ancien président quand même. Dans une résidence sécurisée où il y a une garde commise, alors sécurité, ce n'est pas comme ça qu'on viendrait éliminer les gens. Donc, je ne peux pas faire le rapprochement entre ce que je vois là, dans cette vidéo, et ce que le confrère Perrault aurait prédit. Ce n'est pas pareil. Si on voudrait éliminer quelqu'un comme Joseph Kabila, ce n'est pas comme ça qu'on devrait procéder quand même. Tout le monde sait que Kabila est sécurisé. Et si on voudrait éliminer quelqu'un de pareil, on viendrait comme ça. Je ne crois pas. Et je dis que Kabila et toute sa famille méritent sécurité de la part de la nation. C'est vrai, c'est un patrimoine. Si on en est arrivé là, je crois que les enquêtes devaient être... Vous voulez dire que c'est une pièce, c'est une scène montée de toutes pièces? Je ne dis pas ça, mais je ne dis pas non plus que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est une pièce de théâtre, mais je n'affirme pas non plus que c'est impossible qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre. Donc, les deux hypothèses sont plausibles. Sont plausibles. L'une d'entre elles peut s'avérer, vraie. Mais seulement, toute raison gardée, j'estime que la République, par l'entremise, évidemment, j'ai vu que le pays a pris en charge par l'envoi d'un contingent de la police pour sécuriser les lieux et disperser les fauteurs de troubles, et que par la suite, étant donné que quelques-uns ont été maîtrisés, je crois qu'il y aura enquête et que l'on déterminera d'où ils sont venus, ces gens. Merci. Avec quelle motivation et quelle serait la main, noire qui serait derrière eux. Et voilà, l'affaire serait... Mais sinon, par expérience, ça je le dis par expérience, c'est loin de ce que le confrère Perrault avait dit. C'est pas comme ça qu'on peut attenter à la vie d'un président. C'est pas comme ça. Quelqu'un d'aussi sécurisé que Kabila, c'est pas comme ça qu'on vient attenter à sa vie. Vous minimisez les faits alors qu'il y a quelques mois... Le président de l'Assemblée nationale a été aussi victime et le militaire qui sont présentés devant sa résidence semblait aussi avoir l'air bulesque. Bon, voilà pourquoi je disais tantôt ici que c'est pas comme ça qu'on s'attaque à quelqu'un de sécurisé par des gens armés. Ce que vous faites allusion au cas de Vital Kamerhe, ces gens-là aussi avaient aussi l'air. C'était des militaires formés qui viennent bien armés. C'est pas à comparer avec ça. Là, on vient des militaires formés qui sont arrivés à 5 heures devant la résidence de VK. Non, et je vais ressortir la différence.
Je vais ressortir la différence atteindre qu'il y a leur objectif entre le cas de ce qui s'est passé chez Vitel Kamere, où il y avait des gens, des commandos, un commando bien entraîné, qui sont venus d'ailleurs avec des gens, bien équipés. Qui ont été maîtrisés par des policiers. Qui sont venus, attendez, maîtrisés par des policiers. Quand même. Mais laissez-moi conclure. Qui sont venus, je ne suis pas votre collaborateur, mais je vous montre le fait. Qui sont venus pour une opération précise. Mais ici, on voit comment dire, je dirais comme la mère Mende, des badauds. Et vous avez présenté ça comme un coup d'État. Des badauds venus de nulle part. Vous, quand vous dites vous faites allusion à qui? Quand vous dites vous avez présenté ça comme un coup d'État, je ne sais pas à qui vous vous adressez. Moi, je suis journaliste, indépendant, proche du peuple, et par conséquent, je n'aimerais pas que je sois associé dans la gouvernance du pays. Je n'en fais pas partie. Ici, je vois des badauds venus de nulle part, non autrement identifiés, comme dirait Lambert Mende, et qui voudraient, je ne sais, réclamer quoi. Dès lors que ce n'est pas encore tiré au clair, je crois qu'on devrait se limiter à dénoncer le fait de vouloir envahir la résidence d'un ancien président de la République, mais pas en arriver jusqu'à leur coller des étiquettes sans avoir des soubassements clairs. Merci beaucoup. Maître Kisharimango, qui en voudrait à ce jour à la vie du sénateur à vie ainsi que de sa famille biologique? Maman Livlembe l'a dit, à toute bordure. À toute bordure. À toute bordure. Elle était dans tous ses états. Oui, apparemment pour elle. Non, dans tous ses états, c'est normal. Quand vous apprenez que les gens sont venus vous tuer, vous n'êtes pas dans tous vos états, mais c'est que vous êtes complice avec eux. On ne va pas vous croire. On ne sera pas si certain que ce que vous nous dites est vrai. On semble minimiser les cas. Est-ce que c'est votre analyse? Minimiser ce cas ici, non, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux parce que la force du progrès, je n'ai jamais vu là où un membre de la force du progrès s'est promené avec une carte disant que j'ai fait partie de la force du progrès. D'abord, c'est quelle cellule de l'UDPS? Ça fonctionne comment, je ne sais pas. On se posait la question de savoir comment fonctionnaient les mouvements citoyens. Je ne sais pas si la force du progrès, à quelle forme. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une cellule à l'intérieur de l'UDPS? Bon, soit, je n'ai jamais cherché à savoir comment ça fonctionne. Est-elle alimentée par qui, en fait, cette force du progrès? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un leader de l'UDPS, dont je vais taire les noms. Je voulais parler de lui, mais bon, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça le débat, parce que on citerait des noms ici et on croirait qu'on est en train d'indexer X ou Y pour, en tant que commanditaire, parce que, si c'est Traoré l'a dit ici, il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, mais c'est clair qu'il faut essayer d'entrer maintenant dans les cerveaux de ceux qui constituent la force du progrès pour comprendre pourquoi ils seraient amenés jusqu'à chercher à attenter soit à la vie de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et de sa famille, soit à leur bien. C'est parce que eux, aujourd'hui, sont en train de voir que l'injustice, ce que qu'on se le dise, cette même force du progrès, il fut un temps où nous approuvions les actes qu'ils étaient en train de poser. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Cette force du progrès, sauf pour ceux qui sont nés de l'opposition, hier. Mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire, surtout les années 2015, 14, 13, 16, ils connaissent ce qu'est la force du progrès. Ils connaissent en quoi il y avait des jeunes ou des personnes épris du changement dans cette force du progrès qui ont risqué leur vie. Mais le comble aujourd'hui, c'est que la même force du progrès est en train de voir que l'injustice qu'ils étaient en train de dénoncer hier chez nos politiques, c'est ce qui se répète aujourd'hui. Alors, dans leur conception, la personne qui a fui avec toutes les richesses du Congo, c'est Kabila.
Je ne sais pas si on a formaté les cerveaux des gens. Et qui leur met ces idées dans les têtes? Je ne suis pas venu pour parler des individus ici, je parle des idées. Je pense que si les amis, moi je les appelle les amis de la force du progrès sont en train de me suivre, ils vont comprendre une chose et certains actes, ils ne les poseraient plus parce que ça n'a aucune nécessité. Je crois que pour eux, ils ont l'impression, parce que c'est le formatage du cerveau qu'on les a fait. Hein? Ils ont été réinitialisés, comme le disait un comédien tout récemment ici. Même un comédien peut réfléchir comme ça. Que dans les cerveaux, on leur a dit, vous savez, quand il y a ces rassemblements-là, des l'UDPS, hein? Je ne sais plus comment on appelle ça. Le Parlement debout. Vous voyez que là-bas, il y a des... Si quelqu'un fait un cri, les autres savent déjà comment il faut terminer. Est-ce qu'enfin pourrions-nous déduire que le sénateur Abi et sa famille sont en danger? Ce qu'on leur a dit, je vais en venir à cette question, ce qu'on leur a dit, c'est Kabila. Tout leur malheur, c'est Kabila. Tout ce qu'ils vivent, c'est Kabila. Donc dans leur tête, il n'y a que Kabila, 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 Kabila. L'injustice qu'ils étaient en train de dénoncer hier, c'est l'injustice qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc le responsable, jusqu'aujourd'hui, c'est Kabila. Et donc, même quand ils sont en train de se promener tout bonnement quelque part, ils voient les domiciles de Kabila, ils doivent s'attaquer à ça. Et c'est comme le dit Maman Olive, bordure. Même des gens qui ne pouvaient pas mettre une veste, on leur a donné cette opportunité-là. Voilà comment ils se comportent aujourd'hui. C'est bien ridicule. Est-ce qu'on doit dire que leur sécurité est en danger aujourd'hui? Quand ça, nous devons éviter de telles scènes à notre pays. La force du progrès a mieux agir. Qu'ils fassent, même un petit peu comme les Ouazalendo. Il y a assez d'espace pour aller se battre quelque part dans ces pays. Mais que de s'attaquer là où on dit qu'il est mieux sécurisé, bon, on peut peut-être le penser ainsi, mais s'attaquer au domicile de Joseph Kabila, s'attaquer à sa famille, pendant cette période ici, en ce moment précis ici, c'est de donner l'impression, c'est nous dire que l'échec de l'exercice du pouvoir actuel est patent. Parce que normalement, Kabila étant passé, c'était une personnalité dont on devrait parler aujourd'hui comme une simple référence, une idée et puis on passe. Mais si on est en train de continuer à penser que la responsabilité du malheur du Congolais jusqu'aujourd'hui, c'est Kabila et donc on doit s'attaquer à ce qui lui appartient ou à sa propre vie, on est encore dans le passé. Il faut évoluer. Il faut que la force du progrès sache que nous avons besoin d'eux, mais pas pour ceux qui sont en train de faire. Merci beaucoup. Mais c'est quand même une aberration. La question demeure, est-ce que c'est la force du progrès? C'est ça la plus grande question. Non, mais donc, nous avons dit ici, nous avons dit Gédéon, nous avons dit ici. Moi, je n'ai jamais vu qui que ce soit qui se présente quelque part et dit, voilà ma carte, je suis la force du progrès. Mais on connaît leur mode opératoire. Mais nous connaissons leur mode opératoire, évidemment. Donc on ne peut pas nier l'évidence. Non, mais nous ne pouvons pas nier l'évidence. Maître, vous êtes avocat. C'est bien clair. Vous êtes avocat. C'est bien clair. C'est sur base d'éléments aussi légers que vous pouvez affirmer. Non, ce n'est pas des éléments légers. De la force du progrès. Ce n'est pas des éléments légers. On a bien vu. Là, vous êtes en train de nier l'évidence et je suis vraiment désolé, écœuré, que vous puissiez nier que c'est la force du progrès, alors que le mode opératoire par lequel ils agissent reste le même. Et donc c'est un débat. Moi, je crois qu'à la maison, on est même en train de nous trouver un peu ridicule que nous puissions nous attarder là-dessus, alors que c'est bien clair que c'est le même mouvement. N'importe qui. Nous avons été Gédéon. Décidé d'opérer comme toi. Nous avons été. Non, nous avons été avec. Qu'ils sachent comment tu opères. Non, à moins de ne pas connaître. Dans ce cas, en tant qu'intellectuel, vous ne pouvez pas affirmer ça. Non, c'est que vous ne connaissez pas la force du progrès. Dans ce cas, nous avons connu cette force du progrès ici dans ce pays. Nous savons comment elle agit. D'opérer comme la force du progrès. Dans ce cas, tout d'un coup, avec autant de facilité, vous conclurez qu'il s'agit de la force du progrès. Merci beaucoup. Alors, vous savez, quand il y a pareil attentat dans un pays, les responsables de ces mouvements-là sortiraient déjà de l'ombre et diraient, ça ce n'est pas... Jusqu'ici, aucune déclaration officielle des autorités. Quand il y a ce silence congolaises. ici, qu'est-ce que nous devons dire? Que c'est cautionné, c'est un silence coupable.
Non, Il sortirait, il dirait déjà, ce n'est pas nous. Alors, on va prendre, on donne l'information avec beaucoup de pincettes, ou encore on le dit au conditionnel. Alors, la justice certainement va faire son travail, la police, pour débusquer le vrai coupable, les commanditaires de cet acte ignoble que tous nous condamnons. Mais on voit l'ombre de Kabila partout. Est-ce qu'aujourd'hui sa vie pourrait être en danger? Et pourquoi Kabila? Ce n'est pas une aberration de croire que les blocages de l'exécutif national est dû à l'ancien chef de l'État. Je ne dis pas ça, que l'exécutif serait bloqué du fait sur plusieurs points, sur plusieurs projets, on est en train de les remarquer. Non mais bon, en tout cas, à l'entrée de l'émission, je parlais d'un point de vue de l'ancien député André-Claude Loubaya, qui a parlé d'un nouveau lexique politique, en tout cas avec des concepts vides d'essence et de cohérence. Si aujourd'hui, l'exécutif disait qu'il n'arrive pas à implémenter certains projets, du fait de l'ancien président, même moi je vais m'y opposer. Mais maintenant la question est celle de Kabila. Est-il en sécurité avec sa famille, oui ou non? Je dirais oui. Étant donné que rien ne lui est encore arrivé, Kabila est en sécurité en République du Congo, lui, sa famille, ses enfants et tout son entourage. Et que c'est de la responsabilité de l'État congolais de lui assurer sécurité. Étant donné que Kabila n'a, jusque-là, n'a pas été déclaré non grata ou que sais-je encore, traîné en justice. Mais on voit son nom partout, pourquoi? Aujourd'hui, on présente Kabila comme l'instigateur même du mouvement M23. Nous l'avons suivi lors de la déposition d'Éric Nkouba devant la cour de militaire. C'est lui qui l'a dit. Est un sociétaire de, comment on appelle ça, le truc de Nangala. AFC. AFC. Mais ce n'est pas l'exécutif qui le dit. Si on voit l'ombre de Kabila partout, mais par qui? Si c'est par l'opinion, c'est la liberté de tout le monde de penser que tel peut constituer. Les gens peuvent réfléchir à haute voix, c'est leur liberté. Mais je n'ai pas entendu ça de la bouche d'un officiel, comme quoi il voyait l'ombre de Kabila partout. Non, ça c'est ce qui se raconte dans la cité. Mais ceux qui ont les manettes du pays entre leurs mains... Sa famille biologique inquiétée, sa famille politique inquiétée. Aujourd'hui, la plupart de communicateurs de l'ancienne famille politique ne peuvent plus s'exprimer librement. L'exécutif, le pouvoir en place, a la responsabilité de sécuriser Kabila. Ça, c'est un fait. Mais évidemment, dans tout pays, l'insécurité zéro n'existe pas. Il peut y avoir des particuliers, des privés qui en veulent à Kabila. Ça peut exister partout au monde. Même aux États-Unis d'Amérique, là où il y a les caméras partout. Mais c'est maintenant à l'État d'apporter sécurité. Après avoir identifié le danger, identifier les auteurs, contrôler tous les contours de leur motivation, et ainsi de suite, et imposer la sécurité. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu la police venir rétablir l'ordre. Comment le même exécutif qui a la police sous sa gestion voudrait, souffler le chaud et le froid en envoyant des badauds venir s'aimer pagaille et en même temps déléguer une unité de la police pour venir... je crois que c'est illogique. De mon point de vue, c'est illogique. Kabila est dans son pays. Dès lors qu'il n'est pas établi que Kabila n'est pas congolais, je crois qu'il est dans son pays et qu'il jouit de tous les droits, comme tous les citoyens, et de surcroît, ancien président. Kabila est congolais? Dès lors qu'il n'est pas établi, qu'il n'est pas congolais officiellement, je veux dire. Dès lors qu'il n'est pas encore établi que Kabila n'est pas congolais, alors je crois qu'il jouit de tous les droits dont nous jouissons aussi, nous autres, en tant que Congolais, et que nous en tant l'État lui doit sécurisation. Merci beaucoup. La situation à Kinshasa, les Kinois ont connu un début de semaine très très compliqué. Ils ont connu la croix et la bannière pour se déplacer, se mouvoir dans la capitale congolaise, faute de transports en commun. Les transporteurs privés ont décidé de déclarer ou d'entamer une grève sèche pour tracasserie policière et
hausse des taxes dans ce secteur. Mais juste après ce jour, un câble apparent est revenu. Eh bien, ils ont décidé en connivence ou d'un commun accord avec les autorités du pays de lever la grève et de reprendre service. Maître Christian Emango, est-ce enfin on a la solution? Il y a eu des négociations. Le gouverneur de la ville a parlé d'une grève sauvage. Entre-temps, on a pensé rapidement remettre le Transco en service. Les 2 mois d'arriérés ont été payés par les ministres des Finances. Et encore, en ce qui concerne le transporteur privé, aucune solution concrète, aucune décision concrète n'a été trouvée. Pour dire qu'on est encore loin de trouver la solution au problème. Vous savez, Gédéon, pour des problèmes structurels, il faut trouver des solutions structurelles. Pour des problèmes structurels, il faut trouver des solutions structurelles. Et pour ce qui est de la conjoncture, là, vous pouvez rester dans la conjoncture. D'abord, je suis le gouverneur de la ville et j'ai été quand même dans la stupéfaction de voir que même un peu de diplomatie lorsque des Congolais revendiquent. Tout ce qu'on a su leur dire, c'est qu'ils ont entamé une grève sauvage. Est-ce que ça, c'est un discours qu'on peut employer face à des gens envers qui vous savez que si eux continuent leur grève, même vous pouvez quitter les pouvoirs? Il y a quand même une façon de parler. Grève sauvage. Est-ce que les gouverneurs n'avaient pas un autre discours à employer à part celui-là? Parce que si entre eux, il y avait vraiment des vrais instigateurs de cette grève-là, je pense qu'en ce moment, le gouverneur aurait chaud. Depuis qu'il est là, ce qu'il peut nous dire, c'est qu'il a déjà fait. Banir Massarata 30 jours. À partir du moment où il n'est pas investi par l'ensemble. Il ne voit pas même les Constant Moutamagani, nous venons de parler tout à l'heure ici, il ne les voit pas faire. Hein? Même lui, il ne les voit pas faire. Même les Constant Moutamba ici, on ne les voit pas. Lui, depuis qu'il est là, gouverneur. Vous savez que c'est l'un des rares gouverneurs de cette ville qui, on n'a jamais su quand est-ce qu'il a pris les pouvoirs. Donc, à ce jour, il y a même des Quinois qui se posent la question de savoir est-ce que c'est à côté déjà Tozara gouverneur. Comment voulez-vous qu'il travaille parce qu'il n'a pas encore un gouvernement qui l'accompagne? Mais attendez. Il doit se plier d'abord à la décision de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'est simple. Avant d'avoir un gouvernement qui l'accompagne et décider des grands dossiers. Non, mais il n'a pas encore de gouvernement, mais il a déjà commencé à mal parler aux conducteurs. Ça, au moins, il sait déjà faire. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que le gouverneur, je suis en train de dire à monsieur le gouverneur, il y a des Quinois qui, à ce jour, et à votre directeur de cabinet, que nous avons beaucoup côtoyé. Ne vous attardez pas sur le propos du gouverneur. Parlons de la solution. J'évolue sur des solutions. Mais je voudrais d'abord dire au gouverneur, il y a des Quinois aujourd'hui qui se posent la question de savoir si vous êtes déjà en fonction ou vous n'êtes même pas encore en fonction. Jusqu'aujourd'hui. Mais l'ordonnance du chef de l'État est déjà sortie il y a plusieurs jours. Vous êtes déjà en fonction. Montrez-nous que vous êtes déjà en fonction. Faites comme l'ancien ministre de l'époque de Mobutu qui disait Bolobi ke boza ba adulte, alors là qui ça adultère nayo. Maintenant pour ce qui est des solutions. Monsieur le gouverneur, ça ce n'est pas une question qui date de votre gouvernement. Est-ce que c'est à lui de prendre la solution, de trouver la solution au gouvernement national? J'ai pensé que vous allez déjà passer de l'autre côté parce que j'ai l'impression que ici la théorie de la relativité du temps se pose gravement. C'est comme si de mon côté, le temps part vite, de l'autre côté, le temps, vous ne voyez pas ça. Allez-y. Laissez-moi vraiment parler cette fois. C'est ça ce qu'on appelle perdre du temps. Je n'ai pas encore revendiqué ça depuis le début, mais là je l'ai revendiqué. Vous feriez mieux d'argumenter. Je sais que votre bureau est à proximité de celui de Sissoko, mais laissez-nous quand même évoluer. Vous êtes les bureaux. Argumentez-vous. Oui, mais j'argumente. Mais vous devez savoir une chose. Pour que cette ville ici, les transports en commun, puissent revenir, vous savez, il faut combien? 23 millions de dollars seulement. Je sais, 400 millions
divisé par 23 millions. 23 millions pour avoir quoi? Il y a un projet pour avoir relancé les voies ferrées, hein, pour relancer seulement ces secteurs-là. Il nous faut seulement 23 millions. Mais je viens de vous dire ici que chaque jour, pour les camions Kikalungu, moi j'ai vérifié, $3 000 les samedis. $3 000 est entré samedi. 30 véhicules transportés dans la rue. $3 000 par jour. Faites ça le mois. Il nous faut seulement 23 millions de dollars. Le projet est déjà là. Le gouverneur le sait. Nous sommes incapables de mobiliser ces recettes? Non, la ville est capable de mobiliser ces recettes-là. Mais nous sommes dans quelle priorité? Il faut avoir d'abord un gouvernement éléphantesque pour mieux payer les gens. Si on est bloqué à ce jour, c'est à cause de ça. Alors, il faut d'abord que le gouverneur prenne d'abord ses responsabilités. Maintenant, au niveau du ministère du gouvernement central, nous avons eu Transco. Nous avons eu STUC. Nous avons eu Esprit de Vie. Mais comme excuse, c'était conjoncturel. Ce n'était pas durable. Dans une ville comme Kinshasa... Mais dernièrement, nous avons eu l'usine de montage ou encore de fabrication de bus Mercedes ici au Congo. Et le chef de l'État était parti même inaugurer... Je passe souvent à cet endroit-là. Je ne vois même plus une mouche là-bas. Que reste-t-il encore de ce projet? Je ne vois même une mouche ne circule plus. Même une mouche ne circule plus. Et je me demande même comment Mercedes... Parce que Mercedes doit savoir qu'il a même une mauvaise image ici au Congo. Hein. Donc a-t-on vendu du vent au Congolais? Aujourd'hui, Mercedes a autorisé quelque chose. Je ne sais pas qui de sérieux dans cette société Mercedes avait autorisé cette histoire-là. Mercedes a une mauvaise image ici. On est venu, on a monté, Mercedes a participé à une manigance pour tromper la vigilance des Congolais. Pareil que les mêmes sociétés que nous dénonçons qui sont en train d'épuiser nos mines à l'est du pays. Merci beaucoup. Et donc, tout ce que nous avons mis en place, c'était déjà bon. Transco... Il fallait continuer sur la même lancée. Avec non, il fallait maintenant améliorer. Parce que vous devez savoir que le transport en commun que fait Transco, c'est que nous payons comme ticket pour chaque course. Le gouvernement est obligé de compenser une autre perte que nous subissons là-bas. C'était un investissement, mais c'était un investissement aussi qui avait son prestige. Ces moyens de transport-là, d'abord, les distances sont assez longues. Le carburant que consomme un bus Transco, si nous utilisons ça pour la voie ferrée aujourd'hui que pour relancer, alors la solution, nous avons besoin seulement de 23 millions. La solution dans ce secteur, c'est la relance de la voie ferrée. Il faut relancer la voie ferrée. Il faut penser aux nouvelles technologies de transport, les tramways. Je sais qu'il y a des problèmes encore d'électricité ici dans cette ville, mais ça, ce sont des solutions qui seront durables. On parle aussi du métro. Par exemple, ça coûte cher, mais pour relancer la voie ferrée, il y en a encore de Chine populaire là-bas et venir, il y en a même commencé par la grande commune ici, j'ai oublié le nom, Kimbantseke et tout ça, et venir jusqu'au gaz central, il y a encore possibilité de pouvoir relancer ça. Et ça ne coûte que 23 millions de dollars. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous vienne pas vous dire qu'il nous faut 200 millions de dollars pour qu'on puisse commencer à poser les actes dans cette ville. C'est seulement 23 millions de dollars. C'est Traoré, qu'est-ce que nous reçu maintenant en tant que société? On a l'impression que la situation que connaissent le Cunois est une déstructuration de l'État ou la faille même de l'État parce que rien ne nous reçu. Les Airways paralysés, Transco en grève, et c'est maintenant peut-être que Transco va reprendre service. La voie ferrée n'existe que de nom ainsi que la voie maritime. Qu'est-ce qui nous reçu en tant que société? Et quelle est la solution qui serait idoine dans ce secteur pour aider le Cunois à s'émouvoir tranquillement? Évidemment, comment dire, la question est multiforme, transversale. Hein. Bon, que le gouverneur dise que ils ont lancé une grève sauvage,
je me demande, est-ce qu'il a menti? C'est vrai que ces gens n'ont entamé aucune procédure reconnue au syndicat pour ne serait-ce qu'avertir l'autorité de l'intention de vouloir procéder à la cessation des services. Entre l'État et les transporteurs, qui est plus sauvage? Il y a toujours un cadre de concertation entre les conducteurs et l'hôtel de ville. Mais lorsque vous ne donnez ne serait-ce que pas un préavis d'une semaine à l'autorité qui est censée vous écouter de temps en temps et avec qui vous avez... Est-ce que ce n'était pas une façon de prendre ses responsabilités? Et avec qui vous avez même un cadre de concertation, vous bombardez directement une grève. Pas de plus normal pour le gouverneur, même si c'est vrai, certains auraient voulu qu'il soit diplomate, mais lorsqu'il dit que c'est une grève, oui ou non, ça a paralysé, il y a des commerces qui La ont question, perdu c'est de savoir entre l'État et le peuple, qui est plus sauvage que l'autre? Attendez, il y a des gens, il y a des entreprises. Quelles mesures a-t-il prises dans ce secteur depuis son arrivée? Qui n'ont pas, comment dire, atteint la main-d'œuvre nécessaire journalière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de certes en matière de transport. Répondez aux questions. Je vais arriver, vous allez me relancer. Il y a des gens qui ont économiquement, comment dire, vu leurs entrées journalières baisser drastiquement. Pourquoi? Parce que la question du transport ce jour-là avait été brutalement, comment dire, dérangée par les transporteurs. Et les embouteillages? C'est réduire le développement. Aucune nation ne se développe avec des embouteillages. Mais attends, le temps, c'est de l'argent, disent les Anglais. Avec tout ce que j'ai évoqué ici, qu'on leur dise que c'est une grève sauvage, ça aussi c'est mauvais. Évidemment, c'était une grève sauvage. Bon, maintenant, venons-en à la question. C'est vrai que le gouvernement a sa responsabilité dans cette histoire, mais eux aussi. Les revendications sont lesquelles? Parce que beaucoup de tracasseries, le carburant a haussé de prix, mais cependant, nous, la tarification reste la même, alors que nous savons qu'ils mentent. Ces gens-là, c'est des gros menteurs. Nous savons, pour ceux qui prennent les transports en commun, que la tarification n'est pas respectée. Nous le savons. Mais ce qu'ils font là, c'est n'importe quoi. À Kinshasa, ici, tout le monde sait que la tarification, la tarification de l'hôtel de ville... S'il vous plaît, c'est Traoré, faute de décision concertée, en tout cas, les transporteurs privés qui gagnent les marchés, ou qui sont dominants... Justement, vous savez pourquoi ils ont décrété brutalement cette grève? C'est parce que le commandant de la ville a décidé d'arrêter désormais quiconque va procéder à ce qu'on appelle, comment dire, les juristes appellent hausse illicite de prix. Parce qu'il y a une tarification de l'hôtel de ville. Mais comme ils ne la respectent pas, mais ils attendent et que la police a décidé désormais de les arrêter, ils attendent une nouvelle grille tarifaire. C'est ce qu'ils demandent. Attendez, la grille tarifaire existe. La nouvelle grille tarifaire. Non, attends. La grille tarifaire qui existe alors qu'il n'y en a pas une nouvelle, l'ancienne s'applique. Allez-y, on y va lentement. La grille tarifaire qui est en vigueur, c'est le temps où un litre d'essence coûtait encore 1000 quelque chose. Vous n'allez pas demander aux transporteurs d'appliquer la même grille tarifaire. Très bien. Sur ce point, ils ont raison. Je vais répondre. La grille tarifaire qui est en vigueur de mon point de vue actuellement, c'est celle qu'Ngobila nous a laissée. Mais l'augmentation dont vous parlez est de combien? Ce n'est même pas 100 francs par litre. Alors, comment voulez-vous que sur la tête de chaque quinois, que ce chauffeur s'autorise d'ajouter 1000 francs, alors que sur le litre, il n'y a même pas 200 francs qui se sont ajoutés? Alors, c'est quoi la solution? C'est n'importe quoi, c'est aussi le désordre. La solution, aucune solution n'a été prise. Mais il faut que l'État se prenne en charge. On a juste conscientisé le transporteur de reprendre. Il faut que l'État se prenne en charge. La défaillance avec l'État, c'est qu'il n'a pas de transporteur public pouvant desservir toute la ville, au point que ces autres se retrouvent, comment dire... Donc l'État est faible. Ça, je reconnais. L'État n'a pas une concurrence suffisante pour pouvoir l'imposer, évidemment à moindre coût. Une concurrence suffisante et à moindre coût pour l'imposer aux privés qui font ce qui bon leur semble. On nous a parlé de l'usine de montage de bis, de fabrication. On ne sait pas... c'est vrai, ça dépend. C'est vrai que comment dire, l'usine a été pompeusement médiatisée. Il était même parti. Hein. Et qu'actuellement, moi-même qui vous parle, journaliste, j'ai même honte de ne pas pouvoir vous dire ce qu'il y en est.
C'est vrai, c'est une défaillance. Mais maintenant, ce n'est pas parce que l'État est défaillant que vous-même, en tant que citoyen aussi, vous pouvez ne pas avoir de cœur et de bon sens pour ainsi charger vos concitoyens. Ce n'est pas l'État qui vient prendre les 207 et autres. Alors vous êtes journaliste. Les ministres et les autres ne viennent pas prendre les 207. Ceux que vous chargez, ceux que vous taxez chèrement là, ce sont vos compatriotes. Permettez qu'on vous relance, s'il vous plaît, cher Traoré. Enfin, quelle est la solution maintenant? Quelle est la solution qui a été trouvée? Évidemment, comme j'ai dit que l'État est défaillant, la solution c'est de compenser cette défaillance en injectant suffisamment de moyens de transport. C'est ce qui a été décidé? C'est ce qui a été décidé pour le cas de cette grève, pour enfin ne pas tomber dans le même Je ne dis pas travers. que c'est ce qui a été décidé, mais ce qui a été décidé, à ma connaissance, c'est de, secourir Transco, qui a des problèmes de carburant et des problèmes de salaire. Avec combien de bus ce Transco? Transco ne va pas faire face à la demande. Pour l'instant, c'est la seule entreprise publique pour ce qui concerne le transport routier que nous avons. C'est le seul. Mais pourquoi voulez-vous que l'on fasse de la magie? La solution serait de discuter avec les mêmes grévistes, les transporteurs privés, et les convaincre, trouver un terrain d'entente, trouver tant soit peu quelque chose qui va alléger leur, souffrance. Déjà, j'estime que ces gens-là ne souffrent pas. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font là, c'est pour monter les enchères. Tout le monde sait qu'à Kinshasa, ici, pour quitter du centre-ville à Lupin, vous payez parfois 3 000, 3 500, alors que la tarification légale est à 1 000 francs. Vous voyez, ça c'est 300%. Et des gens comme ça vont venir se plaindre. Merci beaucoup. C'est n'importe quoi. L'État ne doit pas être, aussi faible au point que n'importe qui veut hausser le ton pour des caprices qui en réalité ne tiennent pas la route, et l'État va céder. Et enfin, André Koloba a raison de désinguer la gouvernance de Tshisekedi. Je ne sais pas comment vous faites pour quitter de la ville de Kinshasa, du transport que l'hôtel de ville est censé gérer jusqu'à Tshisekedi. C'est par quelle magie? Moi, je ne comprends pas. Évidemment, le chef de l'État a... Non, mais franchement, je ne vois pas comment vous quittez la ville de Kinshasa pour des problèmes de gestion de transport en commun que l'hôtel de ville peut gérer pour atterrir sur Tshisekedi. Franchement, je ne comprends pas. Comment vous voyez le problème? Mais le problème doit être résolu par la ville de Kinshasa. Il y en a les moyens. Kimbuta a essayé de peut-être que vous ne voyez pas le problème avec... Kimbuta vous avez besoin de lunettes comme moi pour bien voir le problème. Merci beaucoup, très cher Cissé Traoré. C'est votre coup de gueule. Malheureusement, on n'aura pas tout le temps d'aborder toutes les questions aussi sérieuses, mais aussi celles qu'on a pu aborder, les sons. En tout cas, le 2 août 2000 de chaque année, désormais, ce sera une habitude. Les Congolais vont devoir se remémorer du génocide congolais, génocauste. Eh bien, le drapeau pour cette circonstance sera en berne afin de rendre, afin de justement honorer la mémoire de ceux qui ont été fauchés dans de multiples guerres dans l'est du pays. Eh bien, un mot peut-être sur les génocostes. Évidemment, le chef d'État va se déplacer pour le 2 à prendre part à Isara Kisangani, justement. Mais en même temps, on parle de la guerre de 6 jours dont le fonds ont disparu. On a compris qu'il faut que nous puissions... Le fonds d'indemnisation, des réparations. On a compris qu'il faut que nous puissions suffisamment vendre notre génocide pour que la communauté internationale le prenne, je vais dire, au sérieux. Merci. Parce que pour eux, apparemment, ce sont des mouches qui meurent là-bas, à tel point que on s'en balance, on n'y accorde pas assez d'importance comme le génocide rwandais d'à peine 20 000 morts. Mais ici, nous sommes dans, près de 10 millions de morts. J'ai compris que finalement, c'est nous-mêmes qui n'avons pas suffisamment fait de bruit sur notre génocide. Et que si nous avons décidé, je crois que ça date de 2022, de commémorer chaque 2 août ce génocauste, c'est après nous être rendu compte que l'on avait mal communiqué sur les faits et qu'il fallait les vendre suffisamment pour que d'autres qui sont plus puissants que nous viennent s'associer à notre cause et le vendre aussi suffisamment. Les vendre suffisamment, les valoriser suffisamment avec une stratégie. Mais
évidemment, la stratégie, le chef de l'État lui-même se déplace personnellement pour aller assister à ce genre d'activité. Ceci dénote de l'importance que l'on accorde au plus haut niveau, au sommet de l'État, à la commémoration. Vendre suffisamment le Génoco, c'est aussi honorer la mémoire de ceux qui ont été fauchés. C'est aussi indemniser les victimes des différentes guerres qui existent encore. Mais ce qu'on remarque, je me rappelle que l'Ouganda avait été condamné pour ça. Les fonds ont disparu. Et payer les dommages et intérêts. Les fonds ont disparu. Évidemment, écoutez, les fonds publics ne peuvent pas disparaître comme ça. Ils vont être retracés jusqu'à ce que les destinataires de ces indemnisations les reçoivent. Je crois que c'est le moins de choses qu'il faut faire. Maître Christian Mango, quelle est l'attitude qu'il nous faut pour, en tout cas, honorer de la plus belle manière la mémoire de nos compatriotes? Il n'est pas trop tard pour bien faire, parce que ce génocide-là, ça date que beaucoup de voix s'est levées pour demander que la journée du 2 août soit célébrée, journée du génocide congolais. Parce que, vous savez, moi je dois vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, la génération dans laquelle nous évoluons, nous savons même pourquoi la date du 2 août? Des gens ne savent pas. Ça ne s'enseigne pas à l'école. J'ai fini l'école secondaire en 2009. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et la journée du 2 non plus ne sera pas enseignée parce qu'il faut refaire les systèmes. J'ai entendu parler seulement de Charlemagne, j'ai entendu parler de Jeanne d'Arc, Diego Cao, de Livingstone, etc. C'est bien, ça fait aussi partie, enfin, pour de la culture générale. Et les autres, pour Livingstone, ça fait partie de notre histoire aussi. Mais le 2 août, c'est le jour que la guerre d'agression du Rwanda, de l'Ouganda avait commencé. C'était le 2 août 1998, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila, après avoir pris le pouvoir, demande aux Rwandais de pouvoir retourner chez eux. Et c'est ce jour-là que nous avons été attaqués. C'est ça l'histoire. Alors, quelle est la meilleure attitude? Et donc, la meilleure attitude, vous savez, nous avons dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est ça l'attitude qu'il fallait adopter. Il ne fallait pas qu'au 2 août, lorsqu'il s'agit d'un deuil de certaines personnalités, nous ne sommes pas contre cela, on se manifeste. On voit que nous sommes actifs. Nous pouvons remplir des stades et des stades pour des personnes qui meurent aussi, comme celles de l'Est du pays, mais c'est comme si à l'Est du pays, nous sommes désintéressés. Et donc, l'attitude qui sera désormais adoptée, c'est vrai, l'opposition l'avait revendiqué depuis très longtemps. Aujourd'hui, si on est arrivé en mesure de comprendre que la guerre de l'Est, ce n'est pas de chérir Kagame, mais c'est de lui montrer que nous ne sommes pas dans le même camp et qu'il faut célébrer ce génocide-là, il faut le faire. Mais il ne faut pas toujours être pleurnichard. Les Américains célèbrent tous les 11 septembre. Mais on parle moins de ces 11 septembre-là. On n'en parle que le jour J. Après, on voit l'attitude qu'ils ont à traquer leurs ennemis. Nous devons aussi nous concentrer sur l'attitude de traquer nos ennemis. Et là, il faut imprimer le sérieux. La responsabilité des uns et des autres. Il ne faut pas venir avec des bougies, célébrer le 2 août, mais le lendemain, on vous entend dans des détournements grossiers, comme vous venez de dire là, que pendant que nous sommes en train de célébrer le 2 août, mais on remet un 10 millions aux victimes, vous détournez ça. C'est quoi ces 2 août-là que vous avez célébré? Vous n'avez célébré rien du tout. En fait, vous ne comprenez même pas le sens de cette journée-là. Merci beaucoup. Vous ne la comprenez pas. Merci beaucoup. Nous autres, nous avons été à Kinshasa et même à Kinshasa, nous dormions la nuit. Et pour nous autres qui habitaient même les maisons en hauteur, on voyait comment ça fusait les balles. C'était rouge beaucoup. La nuit. Ça traversait le ciel. Merci beaucoup. Et que s'il faut penser, parce qu'il y a peut-être des jeunes
qui sont nés aujourd'hui, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en 98. Merci beaucoup. Pour nous autres qui l'avons connu, nous pouvons raconter l'histoire, mais aussi, je voudrais terminer par là pour qu'on comprenne l'essence du 2 août. Si ici à Kinshasa, nous avons vu ces choses-là comme ça, et que dire de ceux qui vivent, voient comment on décapite les têtes des gens. Merci beaucoup. Et donc, ça a un sens, ne détournez pas après. Le ministre Constant Moutamba était encore à Kisangani. Nous avons vu les actions qu'il a entreprises. Et donc, il continue sur ce chemin-là. Abanga Moutou. Les images affreuses. Abanga Moutou. Oyolinga Simbaye, nous allons nous lever. Merci. Aussi longtemps qu'il restera sur cette dynamique-là, il sera toujours avec nous et nous allons l'accompagner. Merci, maître. Que dis-je, cher Cissé Traoré. Indépendant et proche du peuple. Merci de votre disponibilité, proche du peuple. Voilà. C'est défendre les intérêts du peuple, pas les intérêts des individus. C'est exactement ce que je fais. Alors, en tout cas, merci, maître Christian Imango d'être passé. Merci beaucoup, cher Gédéon. Merci de votre disponibilité. À toutes et à tous, nous vous disons merci de votre confiance. En tout cas, restez-nous fidèles car ici, vous avez les meilleurs de l'info que nous vous donnons. Nous vous donnons ce qu'il y a de mieux à vos oreilles et à vos yeux. Vous avez suivi, nous avons décortiqué l'actualité pour vous avec beaucoup de détails et avec beaucoup de pertinence, sans tomber dans la complaisance ni dans la politique inutile ou encore sordide. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.